une grosse bourge. Une autre grosse bourge et le bon Dieu. Voilà, en gros, ça a été ça l'histoire de l'art pendant longtemps. Des portraits de nobles, des scènes historiques ou religieuses, des paysages ou des natures mortes. L'art, ça imitait la nature, ça racontait des histoires ou ça servait à faire kiffer les égos qui pouvaient se le permettre. Et soudain, boum, des pauvres. Vous le savez, le siècle qui a suivi la Révolution française a été très agité. 3 républiques, 2 monarchies, 2 empires. En même temps, la révolution industrielle a modifié durablement la vie des gens et à la fin du siècle, plus de 50% des Français habitaient en ville. L'Église a perdu de son influence sous l'action des républicains anticléricaux et socialement, des avancées ont lieu tout au cours du siècle. Droit de grève, loi sur la presse, droit de se syndiquer, droit de vote. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique parce qu'il est évident qu'un tel déferlement de mutations sociales et politiques n'a pas pu laisser les artistes indifférents. Et s'ouvre, dans les années 1800, un moment des plus captivants de l'histoire de l'art. La première toile qui m'a intéressée ce matin au Petit Palais, c'est celle-là. C'est une peinture assez grande sur laquelle le peintre a mis au premier plan des personnages de dos. C'est quand même pas banal, si vous voulez représenter quelqu'un, vous allez le faire de face. Alors oui, le peintre voulait moins représenter quelqu'un que l'ambiance qui règne le soir sur les bords de la Seine. Mais ça aussi c'est pas banal, quelle idée de choisir ce sujet. Voilà, avant, on peignait des personnages de face et des personnages importants. Ou alors des événements historiques ou des histoires mythologiques, mais pas des scènes banales du quotidien. Je vous parle d'autres changements artistiques avec les Halles de Léon l'Ermite. Cette toile est immense, elle fait 4 mètres sur 6. Là aussi, ce format est traditionnellement réservé aux sujets nobles, mythologiques ou historiques. En plus de sa taille, ce qui surprend, c'est son cadrage qu'on appelle photographique. On dirait que le peintre s'est mis devant et qu'il a pris une photo. On dirait même plutôt qu'il est dans la foule. Les personnages ne sont pas représentés en entier, les bâtiments non plus. Regardez par exemple, on ne voit que la moitié de ce panier par terre. Dans une nature morte traditionnelle, on voit les objets en entier. Au XVIIIe siècle, les traditions classiques bougent. Les postures des personnages sont plus naturelles, le cadrage moins rigide, des libertés sont prises avec les formats et les sujets. Et encore, je choisis volontairement de ne pas entrer dans les recherches sur le style des impressionnistes ou autres pour ne pas trop dévier de mon propos. Ces changements dans la forme accompagnent les changements de fond inspirés par les mouvements sociaux et politiques. Mais il serait réducteur de penser qu'avant, les peintres ne se préoccupaient pas du peuple et que d'un coup, ils se sont engagés en faveur d'un changement de société. Il ne faut pas oublier qu'un peintre et son atelier sont des exécutants. Chaque tableau coûte très très cher et ils sont, la plupart du temps, réalisés à la demande d'un commanditaire. Et même si l'artiste pouvait proposer quelques sujets, c'est toujours l'acheteur qui avait le dernier mot. L'artiste n'a de marge de manœuvre que dans la forme, et s'il veut faire passer un message à l'insu de son mécène, il faut qu'il le fasse très discrètement. Il y a bien des tableaux totalement réalisés à l'initiative d'un artiste, mais la contrainte économique ne disparaît pas pour autant. S'il veut exposer dans un salon et avoir la chance de vendre son tableau, il faut qu'il s'inscrive dans l'ère de son temps. Ici par exemple, ce sont bien les acheteurs qui ont changé. Ces tableaux ont été peints pour l'Hôtel de Ville de Paris, un lieu qui a une place centrale pendant la Révolution en étant le point de convergence des foules et des membres de la commune. Lors de son agrandissement, au XIXe siècle, ce sont tout naturellement des peintures sur les révolutions parisiennes qui ont été choisies. Autre exemple de l'influence du contexte pour finir, regardez celui-là de tableau. Il s'appelle « Sans asile, les expulsés ». Regardez comme il est poignant. Cette femme qui vous fixe avec les yeux vitreux du désespoir et ce garçon qui lui au contraire vous déteste. La femme est épuisée, le garçon est révolté. Voilà mesdames et messieurs la misère, regardez-la en face. Et bien là aussi, l'engagement de son auteur n'aurait pas pu s'exprimer ainsi sans l'intervention de Jules Ferry. Oui, le même que pour l'école. Jules Ferry a mis fin au monopole public des salons. Et à partir de 1880, ce sont les artistes qui gèrent leurs salons et non plus l'État. Cette autonomie leur a permis d'être plus libres et de pouvoir créer d'autres salons aux idées plus nouvelles. Les expulsés ont donc pu être exposés en 1884 au Salon des artistes français. Alors voilà, le contexte historique et politique ne peut jamais être dissocié d'une œuvre.
C'est pourquoi il existe un merveilleux domaine d'études dans lequel le mot histoire est tout aussi important que le mot art.